BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans l'entretien HEC avec Challenge, avec HEC bien sûr, et le cabinet de stratégie Bain & Compagnie. On est ensemble pendant 1 heure avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge, que je remercie. Bonsoir ou bonjour Vincent. Bonjour Edwige. On est ensemble donc pour faire passer ce grand entretien à une personnalité. Aujourd'hui, c'est un peu le ministre bis de l'économie et des finances et même du logement, Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour Éric Lombard. Bonjour à vous deux. Voilà, merci Edwige. Bonjour Éric Lombard. Alors la Caisse des dépôts, on le présente souvent comme le bras financier de l'État. On ne va pas vous demander combien de divisions, mais peut-être combien de milliards. J'ai sélectionné quelques milliards, 200 milliards de prêts à l'économie, 40 milliards simplement pour le climat dans les années à venir, 100 milliards presque de participation dans les grandes entreprises, et puis 4 milliards de résultats nets, on en parlera plus tard. Est-ce que j'ai oublié quelques milliards ici ou là ? Alors peut-être pour donner une idée des engagements du groupe avec la Caisse, la Banque Postale, CNP Assurance, BPI France, c'est 1300 milliards d'euros qui sont investis ou prêtés à l'économie française. 1300 milliards. Et donc, on va faire tout au cours de cette interview, qui sera une interview multicanale. On la retrouvera dans Challenge, mais aussi sur les sites internet de BFM Business et de Challenge, et en intégralité sur l'antenne de BFM ce week-end. Merci d'avoir accepté de passer cet entretien avec nous. Juste rapidement, on vous rappelle, question d'actualité, le brief de Bain, question business. Et puis ensuite, une deuxième partie où ça sera... il y a un micro-trottoir qui a été fait et réalisé sur le campus d'HEC, où la question, c'est à des étudiants, c'est quoi la Caisse des dépôts, CDC. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, bien sûr, des questions des alumni et une conclusion avec des questions un peu plus philosophiques. Tout de suite, les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Éric Lombard, les crises se succèdent, qu'elles soient géopolitiques, économiques, énergétiques, écologiques. Comment est-ce que vous voyez la fin de l'année 2022 et puis surtout comment vous voyez 2023 ? Est-ce que la récession se profile ou pas ? Bon, il ne faut pas se cacher que la situation est difficile. On a la convergence de 3 crises historiques. D'abord, des ruptures de l'ordre international avec l'invasion de l'Ukraine, avec la rupture des chaînes d'approvisionnement, notamment avec la politique zéro Covid en Chine. Ça, c'est absolument majeur. Il y a une autre transformation du monde, c'est le retour de l'inflation, qu'on avait connu il y a 30 ou 40 ans, mais qui revient et qui avait commencé avant le début de la guerre en Ukraine. Donc, c'est un facteur durable. Durable, combien de temps ? Comme cette inflation, question de semaines, de mois, d'années. Ça va probablement durer quelques années. Il y aura probablement une baisse l'année prochaine, grâce aux politiques très énergiques engagées par les banques centrales, notamment des États-Unis et de l'Union européenne. Mais ça va prendre du temps parce que le mouvement est vraiment parti. Comme disait Jean-Claude Trichet, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Quand il est sorti du tube, c'est dur de le faire rentrer. Puis le troisième mouvement historique important, c'est l'inversion de l'évolution des taux d'intérêt à long terme. Les taux d'intérêt à long terme qui étaient devenus négatifs, la France empruntait à des taux négatifs à 10 ans, sont redevenus non seulement positifs, mais plus de 2,5% en France, et aux États-Unis, plus 3,5%. Donc c'est un mouvement majeur. Et on verra que ça a un impact évidemment sur vous, notamment sur le livret A, aussi le financement du logement social. Juste une question avant de passer la parole à Vincent Beaufils. Est-ce que vous ne redoutez pas que l'action des banques centrales que vous venez de saluer ne va pas casser la croissance ? La faible croissance. Alors, Jay Powell aux États-Unis le revendique. Il dit qu'il faut casser la croissance pour lutter contre l'inflation et donc il assume le fait que le chômage va monter. Alors, la Banque Centrale Européenne a un discours plus mesuré, mais évidemment, tout cela aura un impact sur la croissance, récession ou pas. On verra, on part d'une situation qui était très positive, avec des entreprises très solides, avec une demande qui se tient, mais c'est clair que le ralentissement de la croissance est déjà là. Alors, Éric Lombard, on vit ces jours-ci une deuxième chute importante de la bourse depuis le début de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous craignez un krach ? On va avoir un ajustement boursier qui est en cours depuis d'ailleurs de nombreux mois. Je rappelle que le CAC est monté jusqu'à 7000 pour les actions françaises. Il est cette semaine autour de 5008. Il n'est pas exclu qu'il y ait encore un mouvement d'ajustement. On sait que cette période est propice aux ajustements. C'est plutôt un krach rampant
Et compte tenu de la force de l'économie, on peut penser que on va arriver dans les semaines ou les mois qui viennent à un moment où la bourse rebondira, comme à chaque fois. C'est-à-dire que, j'attire l'attention des épargnants, il ne faut pas agir dans la précipitation, mais c'est vrai que ça va être encore chahuté pendant probablement encore quelques semaines ou quelques mois. Là où ça se voit particulièrement, c'est dans les valeurs tech, dont je pense BPI France, auquel vous êtes très lié, et friande de ces valeurs-là. Est-ce qu'effectivement là, vous pensez que ce n'est pas salutaire, le fait d'avoir effectivement une baisse des valorisations ? On avait atteint des multiples assez élevés. Alors après, quand on est dans des valeurs de croissance, elles sont sensibles à deux choses. D'abord la croissance, et comme elle se réduit, ça baisse les valorisations. Et puis les taux d'intérêt qui permettent d'actualiser les revenus futurs. On est sur BFM Business, donc nos auditeurs savent ce que cela veut dire. Et ça contribue aussi à baisser le cours des actions. Est-ce que c'est salutaire ? Je ne sais pas. On n'avait pas l'impression avant cette crise que la bourse était surévaluée. Simplement, il y a un ajustement qui est lié à ces facteurs nouveaux que je viens de rappeler. Est-ce que, et challenge bien sûr, cette nouvelle donne macroéconomique, on voit couplée avec les coûts de l'énergie qui explosent, est-ce que ça remet en cause quand même la réindustrialisation ? On sait que c'est un des souhaits de l'actuel président et gouvernement, et donc forcément de la Caisse des dépôts. Alors, de façon transitoire, ça la rend plus difficile. Mais la réindustrialisation, elle est absolument impérative. Elle est impérative d'abord pour des raisons écologiques. Parce que les nouvelles usines qui sont en train d'être construites sur nos territoires sont des usines zéro carbone, sont des usines propres, sont des usines où la qualité de travail est intéressante et mobilisatrice pour les salariés. Donc on en a besoin pour l'écologie. Et puis ça évite de transporter et vous voyez les biens et un frein services. actuellement dans les projets, vous le ressentez, Pas encore, mais on voit bien que certaines personnes s'interrogent. Donc moi je pense qu'il faut accepter de franchir dans son esprit cette période difficile. Dans la longue durée, on en aura besoin. On en a aussi besoin pour des raisons de souveraineté. On a bien vu pendant la crise Covid qu'on avait des biens essentiels pour des raisons diverses qui ne pouvaient pas être achetés par nos entreprises et par nos consommateurs. Et donc on a besoin de rapatrier en France, en Europe en tout cas, certaines chaînes de production. Mais est-ce que vous diriez vraiment que c'est la fin de la mondialisation ? C'est en tout cas une nouvelle étape. On va garder naturellement des flux internationaux importants, mais on voit bien que des pays comme la Russie et même la Chine, malheureusement, sont en train de prendre des options politiques qui vont rendre plus difficile le commerce avec eux, notamment dans des biens stratégiques. Puisque si la Russie aujourd'hui coupe progressivement le gaz et le pétrole, peut-être demain d'autres pays dont la trajectoire politique est différente de celle de l'Europe vont vouloir nous priver de l'approvisionnement de certains biens essentiels. Alors pour favoriser cette réindustrialisation dans notre pays, il y a ce fameux plan France 2030. Comment la Caisse des dépôts est partie prenante à ce plan ? Alors on a un partage d'abord avec BPI France, dont on a près de 50% du capital, dont je suis président, qui va financer les entreprises et les industries. Et la Caisse, au travers de la Banque des Territoires, va accompagner les collectivités locales, notamment dans l'aménagement des terrains, parce que de l'industrie, c'est d'abord un terrain où on implante l'usine. Il arrive d'ailleurs souvent que nous soyons avec les collectivités locales porteurs des murs de l'usine, pour que l'entrepreneur, lui, n'ait qu'à développer son outil industriel avec le soutien de BPI France, et puis que ces implantations se développent. Et il y en a de plus en plus sur des territoires de plus en plus nombreux. Vous avez combien de dossiers ouverts ? J'aime bien les choses concrètes, pardonnez-moi Éric Lombard. Au total, il y a une centaine de dossiers qui sont en cours, qui sont en train de se développer. Certains sont déjà en voie de construction, d'autres sont dans les cartons. Et les territoires s'organisent en mettant à disposition des friches pour que on puisse... Il y a aussi une question importante, c'est de ne pas artificialiser les sols. Et donc, l'idée de pouvoir implanter une usine sur un territoire déjà préparé, qui auparavant a accueilli une caserne, des entrepôts désaffectés, c'est une façon aussi écologique de faire du développement économique. Autre gros dossier, évidemment, en cours, c'est la réforme des retraites. On va rappeler quand même que la Caisse des dépôts, vous financez, je crois, une retraite sur 5. Oui, absolument. Donc, c'est dire si vous avez un rôle clé. Est-ce qu'il y a urgence à faire cette réforme des retraites ? Et puis surtout, comment faire la pédagogie ? Ou faut-il faire une pédagogie où elle a déjà été faite, mais les Français restent toujours hostiles, en tous les cas, c'est ce que montrent les sondages. On est forcément dans une situation où on voit bien qu'on a un allongement de la durée de vie des Françaises et des Français, et donc
Pour financer cela, il y a en fait 3 solutions possibles. Soit on baisse les pensions, personne ne le souhaite. Soit on augmente les cotisations, et on voit bien que le coût du travail est un sujet. Et donc la solution, c'est de travailler plus longtemps, avec évidemment une attention portée aux personnes qui ont des carrières pénibles, des métiers Ok, mais vous voyez le difficiles. résultat. Eh bien, la pédagogie, il faut la faire. Elle est faite de façon répétée. La dernière réforme importante, c'est la réforme Touraine, en 2014. Et donc, dans le précédent quinquennat, il y avait un projet. Il y a des idées qui font l'objet d'un débat actuel. Oui, mais justement, ce débat, Oui. vous dites dans le livre que vous aviez écrit effectivement au début de l'année, 2 ans de concertation n'ont permis aucun rapprochement des points de vue des partenaires sociaux. C'est vous-même qui le reconnaissez. D'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas le seul à le dire. Est-ce qu'effectivement, il n'est pas temps maintenant de trancher ? Alors, la question du moment auquel la décision est prise relève du pouvoir politique, et donc Oui. chacun son rôle. Il est clair que nos régimes sont déséquilibrés, que le dernier rapport du corps C'est les régimes spéciaux montre les régimes spéciaux et aussi les régimes publics. et publics, absolument. Les donc, régimes publics, presque donc- surtout en fait. Hein. Donc au total, il y a nécessité de rééquilibrer le système. Ça pèse sur nos finances publiques à un moment où on a beaucoup de sujets pour lesquels les Oui, finances mais c'est un publiques sont problème sollicitées. public finalement, c'est pas un problème privé. C'est un problème qui concerne toutes les Françaises et tous les Français, puisque certains ont Ceux qui sont dans déjà le fait public. un effort. Effectivement, dans le secteur privé, les personnes travaillent plus longtemps, souvent. Ouais. Dans le public aussi, d'ailleurs. Mm. En fait, il y a 2 choses. Il y a les régimes qui fixent les règles et il y a l'attitude des Françaises et des Français. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est que spontanément, nos compatriotes travaillent plus longtemps, comme s'ils avaient intégré le fait que l'équilibre de vie était différent. C'est pas encore complètement... À condition que les entreprises leur inté- permettent. Hein. Mais ça, c'est à encore un condition autre que les débat. entreprises Ouais. le permettent. Deuxième sujet qui intéresse toutes les Françaises et les Français, c'est celui des salaires. Toujours dans le même livre, vous évoquez le fait qu'il y a des problèmes de répartition entre partage des profits entre les actionnaires et les salariés. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? On est dans la nécessité de le faire cette année, en tout cas pour les salaires les plus modestes, parce que l'inflation, Vous l'avez fait combien à la Qui est Caisse des réel. dépôts? C'est plus combien? on est en train de finir notre négociation avec les partenaires sociaux, mais j'ai pris l'engagement devant les partenaires sociaux de la Caisse des dépôts que pour les bas salaires, on couvrirait l'effet de l'inflation en 2022. Parce que quand on a un salaire modeste, on subit de plein fouet les effets de l'inflation sur sa facture de chauffage, sur la nourriture qu'on achète, sur le gazole ou l'essence qu'on met Donc vous dans sa remettez en voiture. place l'échelle mobile des salaires à la Caisse des dépôts. Pas du tout, parce que d'abord c'est une négociation sur cette année qui vise à protéger les collaborateurs d'un effet particulier. On est dans une séquence où, à partir de 2023, l'inflation devrait baisser grâce à l'effort des États et des banques centrales. Et donc il est hors de question d'être dans une indexation. Mais dès lors que ce mouvement est un mouvement particulier, il ne faut pas notamment que les personnes à revenus peu élevés en soient victimes. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette première partie. Tout de suite, le brief de Bain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors voici maintenant la deuxième partie de cet entretien avec Éric Lombard, directeur de la Caisse des dépôts. Nous avons le plaisir d'accueillir donc Aude Schoenbechler, qui est associée à Bain et compagnie et qui va effectivement nous faire le brief qu'elle ferait à Éric Lombard si elle allait lui vendre tous ses services de Bain. Bonjour Éric Lombard, bonjour Edwige, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Éric Lombard, votre groupe a prévu d'investir plus de 40 milliards d'euros dans la transition climatique pour l'économie française d'ici 2024. Vous-même avez déclaré en juillet 22 « Le temps du radicalisme est venu » et vous proposez d'interdire les financements néfastes même s'ils sont rentables. Alors, beaucoup d'acteurs souhaitent en ce moment accélérer le financement de la transition climatique. Les autorités publiques promeuvent la taxonomie européenne. Les investisseurs souhaitent proposer plus de fonds à impact. Par ailleurs, on a des campagnes telles Race to Zero qui durcissent les critères de transition pour les acteurs économiques. Cependant, sur le terrain, on voit 2 gros problèmes par rapport à ce challenge. Le premier, la mise en œuvre opérationnelle. Les acteurs, très franchement, ne sont pas encore prêts. Les investisseurs financiers mesurent encore mal leur empreinte carbone. Au niveau de leur portefeuille, ils n'ont pas de données très granulaires sur les émissions de leurs clients. Les entreprises essayent encore de comprendre comment la transition va impacter leurs opérations.
et donc peinent à donner de la visibilité aux services financiers sur leurs besoins de financement. Les collectivités locales, elles, sont encore peu sollicitantes en termes de projets green, alors même que les investisseurs sont là et prêts à les financer. Dans ce contexte, il devient assez difficile pour des services financiers de fixer des objectifs réalistes et à court terme de financement de l'économie verte. Deuxième problème, le coût de mise en œuvre de cette transition, qui reste très élevé à court terme, et qui est encore plus inquiétant pour les acteurs économiques du fait de la récession. Il pourrait être assez facile de dire on va repousser l'effort. Et donc les entreprises pourraient tenter de décaler leur financement dans un but de protéger leur marge à court terme. Les banques qui investiront fortement dans la transition green auront un vrai potentiel de création de valeur à long terme, mais pas immédiat, comme l'a montré une de nos études de juin dernier. Et en plus, avec l'énergie, la crise énergétique, l'attrait des énergies de carbone redémarre. C'est un contexte un petit peu difficile. Et donc, par rapport à cela, j'avais 3 questions pour vous aujourd'hui. La première, en tant qu'acteur central de l'économie française, quelles sont vos marges de manœuvre à vous, groupe Caisse des dépôts, pour essayer d'accélérer le dialogue entre services publics, services financiers privés et entreprises pour cette mise en œuvre de transition à court terme? Deuxième question, est-ce que vous pensez toujours que le moment est opportun de demander à des acteurs privés d'accélérer leur transition aux dépens de leur rentabilité? Et puis dernière question, si on se projette à plus long terme, une fois une vraie transition bien mise en œuvre au niveau de l'économie française, quel serait le pouvoir d'action d'un groupe comme le vôtre par rapport aux activités économiques qui vont rester marrons et qui n'auront pas pu transitionner? Bien. Et tout ça en à peine 2 minutes, cher Éric Lombard. Tout ça en 2 minutes. Non, il faut accélérer parce que si on n'accélère pas, en réalité, l'impact du réchauffement, c'est la dégradation de la capacité de croissance de l'économie, c'est l'apparition d'actifs échoués, et donc, en réalité, c'est très néfaste pour l'économie. Donc, l'intérêt écologique rencontre l'intérêt économique, on en est convaincu. Après, les leviers, ils sont très nombreux. En tant qu'investisseur, on a un gros portefeuille d'actions d'entreprises diverses. On a déjà baissé depuis 2014 de 45% l'empreinte carbone de ce portefeuille, et on va baisser d'ici à 2025 encore de 20%. Parce qu'on est extrêmement intransigeant avec les sociétés du portefeuille. Soit elles ont des plans de verdissement de leur activité, soit, et dans ce cas-là c'est un échec, mais on fait quand même, on vend notre participation. Donc en tant qu'investisseur, on est totalement intransigeant. En tant qu'acteur des territoires, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a le congrès des HLM qui a lieu cette semaine. On va rénover 120 000 logements par an, faire de la rénovation thermique. Et la hausse du coût de l'énergie va favoriser cela, parce que quand ils voient le coût de leur facture, évidemment, les locataires et les bailleurs sociaux ont très envie de le faire. Toutes les mobilités, qui sont une source importante d'émissions de carbone, sont en train de passer en mobilité verte, avec la réactivation des lignes régionales de chemin de fer, par exemple. Toutes les villes sont en train de transformer leur système de transport pour avoir des bus à hydrogène ou des bus électriques. L'industrie, j'en parlais tout à l'heure, que nous sommes en train de verdir. Et puis la génération d'énergie. Il y a d'innombrables projets d'éoliennes, c'est en train d'être accéléré par le gouvernement, de champs de panneaux solaires, le nucléaire qui va se développer. Donc je pense au contraire que c'est le moment d'accélérer. Et c'est vrai que ça a un coût pour l'économie. Et c'est pourquoi je pense aussi qu'il faut que les investisseurs acceptent, si on veut faire tout cela, une rentabilité moindre du capital. Parce qu'une partie de ces investissements, en réalité, sont très rentables à long terme, parce que c'est une question de survie pour l'humanité, donc la rentabilité, elle est considérable, mais à court terme, dégrade la rentabilité des fonds propres investis. Et c'est une transformation culturelle qu'il faut qu'on opère. Merci beaucoup. On y reviendra. Évidemment, cela dit, pas évident d'aller expliquer à BlackRock ou à d'autres fonds d'investissement. Vous allez baisser votre rentabilité parce qu'il y a urgence sur la transition écologique. Mais on va y revenir tout de suite, les questions business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors Éric Lombard, je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la transition énergétique. C'est le moment d'accélérer. Or, les calculs qu'on fait du montant d'investissement à faire pour effectivement accélérer tournent autour de 70 milliards par
an. C'est calcul du Trésor ou du MEDEF par rapport à ça. Comment fait-on, alors que nous disait Aude, les acteurs ne sont pas prêts? Où est-ce qu'on va trouver ces 70 milliards? Alors, je ne pense pas que le problème vienne des financements. La Caisse va engager dans les années qui viennent 27 milliards en fonds propres, mais 100 milliards si on rajoute les financements, et le secteur financier français est très solide. La question, c'est de trouver des projets et des porteurs de projets. C'est ça le défi que nous avons. Sur le logement, tout le secteur privé doit se transformer, que ce soit le logement et puis aussi les immeubles de bureaux qui doivent aussi faire leur transition. Et puis par exemple, un sujet comme l'équipement du pays en bornes de recharge électrique. C'est un sujet majeur sur lequel il faut que nous accélérions. La France a toujours été très organisée pour établir des grands réseaux. On va d'ailleurs terminer l'année prochaine le maillage du pays en réseau numérique, ce qui est très important dans l'équilibre des territoires. Donc il faut qu'on ait une initiative très forte et le gouvernement y travaille et on travaille avec le gouvernement pour que cela soit mieux organisé, mieux cadré et qu'on puisse accélérer cela. Toutes les implantations d'énergie renouvelable font l'objet d'un texte qui va permettre que les recours soient traités de façon plus rapide afin que ça s'accélère. Et donc, c'est ça le vrai sujet, c'est qu'on ait plus de porteurs de projets, plus d'initiatives dans le développement. Le financement, vu l'épargne de notre pays, les fonds d'épargne depuis le début de l'année, c'est plus de 20 milliards d'euros de collecte nette. Donc, l'épargne des Français est abondante et elle peut être engagée dans cette transition. Oui, mais la question, c'est des sommes colossales. On dit comment aider les collectivités locales à, je sais pas, justement, à faire la protection technologique de leurs bâtiments. Les collectivités locales ont des montants d'investissement importants. On a tenu, il y a quelques jours, les Printemps des territoires, qui est la réunion annuelle de la Banque des territoires. Déjà, elles veulent plus payer les factures d'électricité. Donc, vous voyez, elles ne vont pas commencer à entreprendre des travaux de rénovation énergétique colossaux. En fait, les budgets d'investissement des collectivités locales leur donnent des marges de manœuvre qu'elles utilisent. D'ailleurs, elles investissent beaucoup. Elles sont plus contraintes sur les frais de fonctionnement. Donc, quand il faut investir, elles peuvent le faire. C'est une question de décision. On le voit par exemple pour un sujet comme les réseaux d'eau. Les réseaux d'eau en France perdent 20 ou 25% de l'eau. On voit bien que l'eau est un problème. Donc, il faut absolument rénover tous les réseaux d'eau. Or, c'est des financements de très long terme, parce qu'un réseau d'eau, ça dure 50, 60 ans. Et évidemment, politiquement, pour un élu qui est élu pour 6 ans, il engage ses successeurs. Mais s'il laisse les fuites, il engage aussi ses successeurs. Donc il faut se projeter, et cette prise de conscience, elle est vraiment en train de se faire dans tous les échelons des collectivités locales, les régions, les départements, les communautés de communes, les communes. Tout autre sujet, Éric Lombard, quand on s'intéresse à la Caisse des dépôts, on voit qu'elle a 4 milliards de résultats. D'où vient-il ce résultat ? Alors, ces résultats ont des sources diverses, mais essentiellement, c'est nos investissements en actions. On a en réalité 115 milliards d'euros d'investissements en actions. Qui financent notamment les 100 milliards d'investissements et de fonds propres que vous venez de... Et qui financent parce que ces actions rapportent des revenus et donc ces revenus sont réinvestis. Et puis on a les marges d'intérêt qu'on tire de nos diverses activités ou marges de l'activité d'assurance qui contribuent à cela. Et puis on a des activités opérationnelles, la Poste. Les activités opérationnelles de la Poste et de Géopost sont rentables, de Transdev, de la Compagnie des Alpes, d'ICAD, dans l'immobilier. Donc en réalité, on a une très belle répartition de nos activités qui nous permet en plus d'être très résilients. Alors il y a un élément qui va changer, c'est la hausse des taux du livret A. Vous êtes responsable de l'épargne des Français. Est-ce que ça va avoir une incidence sur vos résultats ? Alors, les fonds d'épargne sont des fonds dont la gestion nous est confiée par le ministère des Finances, par les Français. Donc, c'est déconnecté des résultats de la Caisse des dépôts historique. Ça aura naturellement un impact. Les fonds d'épargne, c'est 350 milliards d'euros de bilan. Donc, 1% de hausse du livret A, ça nous coûte 3,5 milliards d'euros par an. Oui. Et donc, ça pèse sur les résultats. Mais 190 milliards sont prêtés au logement social et aux collectivités locales, avec une indexation progressive, ce qui fait qu'il y a une couverture. Et puis, sans rentrer dans les détails techniques, le reste est investi avec des éléments de couverture. Donc, il y a une phase de transition qui est un peu compliquée à gérer, mais c'est prévu et ça ne nous pose pas de problème grave. Il n'y a aucune inquiétude sur la solvabilité des fonds d'épargne. Et dans la moyenne durée, pour un établissement financier, la hausse des taux est plutôt une bonne nouvelle en réalité.
plutôt une bonne nouvelle. On a vu, vous avez besoin d'énormément d'argent. Vous nous citez des milliards. On a l'impression de parler du budget de la France. Vous avez fait un gigantesque mécano, comme on aime bien en France, où vous avez pris en fait le contrôle de la Poste, qui s'est rapproché de la CNP, de la Banque Postale. Enfin, on voit, il y a un énorme mécano. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Bien, d'abord, Ça a stabilisé la Poste, on est d'accord. La Poste qui est confrontée à des énormes défis. Mais pour la Caisse des dépôts, est-ce que vous n'avez pas de l'argent à mettre ailleurs? alors le premier objectif, c'est de servir nos compatriotes. Et donc, avec le réseau de proximité des 17 000 points de contact de la Poste, plus l'intervention de la Banque des Territoires, de BPI France, de SFIL, ça nous permet d'avoir une offre beaucoup plus large au service de nos concitoyens. Ça nous apporte une meilleure stabilisation économique. En 2021, on a gagné 4,6 milliards d'euros. Donc on voit bien que ce grand ensemble permet d'être plus rentable qu'auparavant. Et donc tout ça va dans le bon En sens. 2022, Et c'est ça au sera la même service. chose? Alors en 2022, on aura moins d'effets exceptionnels et l'année est plus difficile, mais on aura à nouveau en 2022 des bons résultats. Et la résilience de ces résultats est accrue parce que du coup, on a une meilleure répartition de nos risques. Justement, à propos de participation, vous aviez favorisé le rapprochement, enfin, vous avez essayé de réconcilier les intérêts de Suez et de Veolia. Résultat, Suez rachète à Veolia la participation qu'il avait en Grande-Bretagne, sa filiale en Grande-Bretagne, à un prix extrêmement élevé. Est-ce que ça a servi à quelque chose, tout ça? Oui, il y a eu d'abord la constitution autour de Veolia d'un acteur mondial majeur de la transition énergétique et climatique. Et avec Suez, la base, notamment avec la part de marché de Suez dans les marchés de l'eau en France, d'une entreprise avec un potentiel de développement important. Ce potentiel, il est en train de se réaliser. Oui, ils sont en train de reconstruire un autre groupe mondial. Donc Ils sont en train on va de revenir à reconstruire- terme dans la même Mais c'est parfait. situation qu'avant, non? Pas tout à fait la même, puisque chacun aura des stratégies, disons, plus marquées, plus différenciées. Pourquoi est-ce que le prix de cette acquisition est élevé? Parce que cette entreprise britannique qui fait du traitement de déchets a pris de la valeur. Oui, mais on Dans un n'aurait pas marché pu en la croissance. laisser dans le périmètre de Suez au lieu d'éviter Eh cette bien, sortie de cash. c'est la vie économique. Elle a été rachetée par Veolia qui souhaitait la conserver. Les autorités de concurrence britanniques ne l'ont pas permis. Un autre acheteur a fait une proposition, mais Suez avait un droit de préemption, donc Suez l'a repris. Et donc, je suis très heureux que cette opération confirme ce que nous avons dit. Nous portons pour Suez un projet de croissance et donc nous allons conserver en France 2 acteurs majeurs de ce secteur avec effectivement des redimensionnements qui sont les faits de cette bataille boursière. Mais je trouve qu'on s'en sort, pour l'intérêt des entreprises françaises, on s'en sort assez bien. Et vous en sortez plutôt bien, Éric Lombard. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première partie. Deuxième partie avec le micro-trottoir d'HEC. Vous allez voir, ils ont plein de questions, les élèves, à vous poser. Et puis, bien sûr, après, ce sera les alumni HEC qui, à leur tour, vous poseront des questions. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Alors, retour dans l'entretien avec Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. On va passer encore une demi-heure ensemble et on va avoir des questions d'alumni, des questions plus personnelles aussi. Mais on va commencer par un micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus d'HEC par Hortense Muller et Clémentine Impérial-Legrand. Et on a demandé donc aux élèves sur le campus quelle perception ils avaient de la Caisse des dépôts. Si je vous dis la CDC, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, honnêtement, pas grand-chose. La CDC, je dirais le groupe de rock. La Cour de cassation. Caisse des dépôts consignation. La Caisse des dépôts et consignations. C'est la Caisse des dépôts et des consignations, je crois. Est-ce que tu saurais nous expliquer ce que c'est? Alors je sais que le logo est rouge et carré. C'est un établissement public qui gère les comptes d'autres établissements publics. Et ce serait plutôt un organisme public de gestion et de placement de fonds, d'investissement aussi dans des projets publics. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre de, entre guillemets, vieille institution puisse avoir un impact sur la vie des Français? Oui, ça permet de faire transiter des fonds, de les allouer à des missions spécifiques que les privés, enfin les justiciables ne le feraient pas. Oui et non, c'est-à-dire que oui, parce qu'il y a besoin de ces socles-là, je pense, pour bâtir des choses.
Et non, parce que si nous, jeunes, en fait, on le connaît pas, c'est que finalement, ça n'a pas tant d'impact que ça. Et donc, je pense qu'il y a sûrement un travail de démocratisation et peut-être de rendre le truc un peu plus jeune. On a beaucoup d'institutions en France, des très vieilles, qui datent tous de la même époque, donc de 1810, 1816. Et on a vérifié leur impact, elles fonctionnent encore très bien aujourd'hui, donc je pense que oui, elles ont un rôle très important. Alors, vieille, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je sais qu'ils ont des très jolis bureaux, je crois, à Quai d'Orsay, qui sont en effet assez anciens, mais j'ai un peu étudié un de leurs investissements dans la fibre optique. Et je sais qu'ils supportent beaucoup le développement de la fibre dans les territoires. Et donc c'est un impact, c'est ce que j'en sais, qui est réel pour beaucoup de gens. Si des institutions anciennes et justement réputées peuvent favoriser des terrains comme la transition écologique, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que la Caisse des dépôts, justement, peut accompagner à la fois les citoyens et les institutions vers une économie à bas carbone ? Oui, absolument. Je pense que dépendre uniquement du secteur privé pour rendre l'économie à bas carbone, ce serait quelque chose une sorte de rêve idéal qui ne fonctionnerait pas. Il y a aussi l'endroit où sont investis, où est investi l'argent en France, c'est aussi très important parce que s'il n'y a plus d'investissement dans les énergies haut carbone, il n'y aura plus de développement dans ces industries-là. Donc en fait, justement, le fait que cette institution puisse agir pour investir dans l'énergie bas carbone, je pense qu'il y a un impact très important à jouer sur cette question-là. À mon avis, il faut d'une part, pour la transition, il faut d'une part un cadre réglementaire et en fait, en fer de lance du cadre réglementaire qui doit être suivi par toutes les entreprises, il faut des investissements publics qui encouragent le développement des initiatives. Après, très honnêtement, je pense quand même que les entreprises maintenant ont le réflexe de le faire d'elles-mêmes, d'essayer voilà, avec la RSE d'amener cette transition énergétique, écologique, cette économie bas carbone, parce que c'est dans l'air du temps, mais parce qu'elles savent aussi que c'est important. Enfin voilà, il y a vraiment de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que c'est important. Le groupe Caisse des dépôts emploie 119 000 employés, dont 59% ont un statut public. Est-ce que ça pourrait vous donner envie de travailler dans ce groupe ? Et si oui, pourquoi ? Je pense que c'est un secteur qu'on connaît assez peu en fait, la Caisse des dépôts. On en a parlé rapidement en cours, mais c'est vraiment pas ce vers quoi on nous emmène. Moi pour l'instant je n'avais pas du tout pensé au secteur public, je n'ai plus parti sur le privé. Après pourquoi pas, il faut que je me renseigne plus sur la Caisse des dépôts. Je vous avoue que je ne suis pas au courant encore de toutes les actualités de ce qu'elle fait. Effectivement non plus, le secteur public c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse en premier lieu. Je pense aussi que c'est plus intéressant en tout cas pour des jeunes étudiants d'aller voir un petit peu ce qui se fait du côté secteur privé, très privé. En fait, je me disais que c'était pas quelque chose que je ferais en début de carrière, mais quelque chose que éventuellement plus tard, le sens de l'intérêt général revenant en force avec une crise existentielle de la cinquantaine peut-être, je me verrais assez bien faire. Si vous étiez en face d'Éric Lombard sur le plateau, est-ce qu'il y a une question ou deux que vous aimeriez lui poser ? Monsieur Lombard, qu'est-ce qui vous a donné envie, après avoir intégré HEC, après être diplômé d'HEC, de travailler dans le secteur public et plus précisément à la Caisse des dépôts de cette manière-là ? Moi, je pense que j'aurais une question sur justement l'aspect vieillissant des grandes institutions telles que la CDC. Quels sont les impacts et les mesures qui peuvent être mises en place justement pour rendre ces institutions un peu plus jeunes dans leur manière d'agir, dans leur vision, la vision que les étudiants peuvent avoir de ces industries, et à quel point l'impact du coup peut être d'autant plus intense par la jeunesse de cette entreprise. Et moi, c'est pas tant une question qu'un remerciement, et c'est merci de réinvestir l'argent de mes amendes. Ce qui est amusant, Éric Lombard, c'est que en fait, vous avez fait exactement ce que les étudiants imaginent pouvoir faire, c'est-à-dire commencer leur carrière après HEC dans le privé, et ensuite, quand on s'approche de la cinquantaine, là, effectivement, laisser libre cours à son sens de l'intérêt général. Avec une petite exception, c'est que j'avais quand même travaillé pour Michel Rocard pendant 4 ans dans les années, ça vous a surpris, à la fin des années 80. Non, ça confirme que l'intelligence collective, c'est une réalité. C'est-à-dire que si on les met tous ensemble, il y a beaucoup de connaissances, de compréhension de ce qui se passe. Ça ne m'a pas surpris. Le côté vieille institution... 1816. 1816. Oui. On est quand même, on a très largement dépoussiéré l'institution, et mes prédécesseurs aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes, y compris de jeunes HEC, qui veulent venir chez nous parce que, je veux insister là-dessus, on est une nation d'intérêt général. On finance la transformation écologique du pays, le logement social. Et donc, pour une génération pour laquelle la quête de sens est peut-être plus importante que pour les générations précédentes,
arriver à la Caisse des dépôts, ça règle le problème de pourquoi on se lève le matin pour aller bosser. Donc de ce côté-là, je pense qu'on a une attractivité accrue, mais il faut qu'on se batte tous les jours pour qu'on soit en haut des choix des meilleurs étudiants qui vont nous rejoindre. Oui, mais c'est intéressant, c'est peut-être une question d'enseignement HEC. Vous avez fait HEC, vous avez entendu, il y a un jeune qui dit oui, mais c'est pas vraiment ce vers quoi on nous dirige. Donc là, je sais pas, il faut retourner sur le campus, Éric Lombard. Alors, il faut retourner sur le campus, il faut qu'on en parle aux enseignants. C'est vrai que l'enseignement HEC est très tourné vers l'entreprise privée. Et l'économie française, elle est quand même largement hybride. Non seulement il y a des institutions comme la Caisse des dépôts, il y a beaucoup d'entreprises publiques qui fonctionnent très bien. Dans le périmètre des collectivités locales, il y a les sociétés d'économie mixte. Est-ce que vous savez que la société d'économie mixte de l'énergie du département de la Vienne est un des plus grands énergéticiens français, avec des équipes de talent et de qualité absolument remarquables. Et donc, il y a aussi dans ces secteurs-là des choses à faire. Et puis, le secteur associatif. Donc, effectivement, ça va nourrir mes prochains échanges avec l'école. Merci beaucoup, Éric Lombard. Troisième partie maintenant. Ça, cette fois-ci, c'est de l'autre côté du spectre. C'est des alumni qui vous ont posé des questions. Vous allez voir, on part un peu dans tous les sens, mais c'est très intéressant. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors, il y a 5 questions en tout des alumni HEC. La première question, elle est d'Emmanuel Blaise. Elle est sur les enjeux climatiques. Il y a beaucoup de questions, Éric Lombard, vous allez voir, sur les enjeux climatiques. C'est un peu normal aussi. Bonjour, monsieur Lombard. Je m'appelle Emmanuel Blaise. Je suis diplômé de HEC en 2018 et aujourd'hui analyste dans une banque d'investissement en finance durable. Je voudrais vous interroger sur l'enjeu climatique. Je voudrais savoir dans un premier temps comment la question climatique influence directement les décisions que vous prenez et la stratégie que vous menez à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Et je voudrais également savoir quels sont les engagements précis que vous prenez pour participer activement à la lutte contre le dérèglement climatique. Je vous remercie. Votre réponse, vous avez déjà un peu en partie répondu, mais quand même une réponse. Alors, en fait, on a 2 axes stratégiques essentiels. Le premier, c'est la transformation climatique. C'est vraiment le premier. Et le deuxième, c'est l'indépendance énergétique et financière du pays. C'est ça les 2 axes que nous nous sommes donnés. Donc c'est vraiment très haut sur l'agenda. Et l'engagement qu'on prend, c'est pour la Caisse comme pour le portefeuille d'investissement, d'être dans la trajectoire zéro carbone 2050, qui est celle des accords de Paris, qui est une trajectoire ambitieuse, mais nous y serons. Deuxième question, Vincent. Alors la deuxième question, elle vient de Marie Rasmont sur les énergies renouvelables. Bonjour Monsieur Lombard, je suis Marie Rasmont, je travaille dans la banque d'affaires Kempen en tant que spécialiste en énergie renouvelable. Dans le contexte actuel de crise énergétique mondiale, j'aurais aimé avoir votre vision sur la stratégie d'investissement du groupe Caisse des dépôts dans le secteur énergétique et en particulier sur les énergies renouvelables. Comment comptez-vous adapter, voire accélérer vos investissements en énergie renouvelable pour les années à venir? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes investisseurs dans un quart des projets d'énergie renouvelable en France. On est au travers de la Compagnie nationale du Rhône sur des projets d'aménagement qui vont se poursuivre. Et donc, le sujet que nous avons, c'est de générer de nouveaux projets. Qu'il y ait plus de projets de champs d'éoliennes, qu'il y ait plus de projets, il y a encore quelques barrages qu'on peut faire en France, pas beaucoup, qu'on puisse mettre des panneaux solaires. On est associé à un projet pour mettre des panneaux solaires sur la base aérienne de Creil, qui est désaffectée. Le sol est déjà artificialisé, donc ça n'a pas d'impact sur la biodiversité négatif. Donc c'est plutôt de militer pour qu'il y ait plus de projets qui émergent. Et quand ces projets émergent, nous avons mis de côté dans notre planification de quoi les financer. Alors par exemple, il y avait eu ce projet d'éoliennes en mer là, qu'on a vu il y a quelques jours, qui a été inauguré par le président de la République. Est-ce que vous êtes un des investisseurs sur ce projet-là? Et d'une façon générale, sur ce segment où on est très en retard, est-ce que vous croyez qu'il y a moyen d'atteindre les objectifs que le président a imaginés pour la fin de la décennie? On est investisseur dans 4 projets de champs d'éoliennes, pas celui-là, mais 2 grands et puis 2 plus petits, dont un en Méditerranée. Et il faut qu'on accélère, parce que dans la trajectoire bas carbone, on va baisser notre consommation d'énergie. C'est indispensable.
Mais comme on va passer à 0 en énergie carbonée, il faut que l'énergie électrique augmente, et ça ne peut être que du renouvelable et du nucléaire. Donc il faut absolument qu'on accélère. La question cette fois-ci de Pierre Planchon, c'est sur l'impact des taux d'intérêt. Bonjour Monsieur Lombard. Pierre Planchon, HEC 89, Head of Audit chez KPMG France. Dans le contexte de remontée des taux qui est le nôtre aujourd'hui, quel est l'impact sur la Banque des Territoires et quels sont selon vous les 3 grands chantiers prioritaires à mener pour y faire face? Alors, l'impact pour la Banque des Territoires met à disposition des collectivités locales et du logement social, notamment les prêts du livret A. Oui. Et qui ont forcément augmenté. Leur taux a augmenté, puisque le taux du livret A est à 2%, il va peut-être monter un peu au-dessus l'année prochaine. D'abord, on pense que c'est transitoire, parce que l'inflation va baisser, et donc les taux du livret A vont redevenir plus bas. Ce que nous mettons à disposition, en fait, de nos partenaires du logement social et des collectivités, dans cette période, c'est des financements alternatifs. Par exemple, avec les fonds d'épargne, on fait un prêt dont le taux sera fixe dans les 5 prochaines années, ce qui assure une protection pendant les 5 prochaines années. Et puis, nous avons mis en place des prêts à taux fixe de longue durée qui peuvent aussi aider les collectivités à faire face aux difficultés. Nous pensons que c'est transitoire et que la hiérarchie des taux d'intérêt entre les taux courts, les taux longs, puis le taux du livret A va se normaliser. Et que donc, la question, elle est comment on passe les 2 ou 3 prochaines années, et on s'organise pour ça. Le taux des livrets A, donc, il est amené à augmenter. Alors, forcément. Nous avons prévu qu'il augmente probablement au début de l'année prochaine avec la hausse de l'inflation, mais comme l'inflation va baisser, après il va rebaisser. Et peut-être même dès la fin 2023. Mais il doit être au niveau de l'inflation ou pas, à votre avis ? Il y a une formule qui le base sur les taux d'intérêt et l'inflation, ce qui protège l'épargne des Français. Les taux d'intérêt, ils montent, mais l'inflation, nous pensons qu'elle va baisser. Alors Éric Lombard, la question suivante de Karine Gabaye vient sur la gestion justement de vos 115 milliards de participations qu'on évoquait tout à l'heure et l'existence éventuelle de conflits d'intérêts entre la gestion publique et la gestion privée. Bonjour Monsieur Lombard, Karine Gabaye, HEC 2003, avocate de formation. J'exerce une fonction juridique dans le secteur de la gestion d'actifs au sein d'un groupe bancaire. Ma question est la suivante. La Caisse des dépôts détient des participations dans des sociétés privées, y compris des sociétés cotées en bourse. Comment la Caisse des dépôts arrive-t-elle à concilier son rôle fondateur, qui consiste à œuvrer pour l'intérêt général, avec les intérêts privés que représentent les exigences de rentabilité dont elle doit faire preuve en tant qu'actionnaire avisé? Pas mal comme question. C'est une bonne question. Alors, on a vraiment 2 types d'investissements. Les investissements d'intérêt général, on a une optique de rentabilité de l'ordre de 4%, et puis le secteur privé, où on a des exigences qui sont les mêmes que celles d'investisseurs privés. Vous n'êtes toujours pas présent dans l'ensemble du CAC 40 ? On est présent dans l'essentiel du CAC 40. Ensuite, on a nos participations stratégiques, on est au conseil, on les pilote. Et là, dans ces cas-là, effectivement, s'il y a un conflit d'intérêts entre 2 sociétés, mais enfin ça ne peut pas arriver parce qu'on n'en a qu'une par secteur, la question peut se poser. En revanche, pour nos investissements de sociétés du CAC 40, on est toujours très minoritaire et on n'est pas au conseil d'administration. Et n'étant pas au conseil d'administration, eh bien, nous n'avons que de l'information publique. Ce qui fait que nous n'avons pas plus d'informations que d'autres. Une question d'un confrère HEC, bien sûr, qui nous pose souvent des questions dans les entretiens HEC, c'est Thomas Lestavel, notamment sur le renouvellement de votre mandat. Bonjour Monsieur Lombard, je suis Thomas Lestavel, journaliste, HEC 2005. Ma question porte sur le renouvellement de votre mandat au mois de décembre. Vous êtes candidat à votre propre succession comme patron de la Caisse des dépôts, mais il semblerait que d'autres personnalités du monde politique soient également intéressées, dont Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Donc ma question est la suivante, pourquoi est-ce que Monsieur Macron devrait-il vous choisir vous et pas lui? Merci beaucoup. Excellente question, Éric Lombard. On voit que les journalistes sont bien formés. D'abord, c'est un honneur et une responsabilité d'avoir cette fonction et je remercie le président de la République de m'avoir fait confiance. Et donc, comme c'est un poste qui est à sa main, c'est lui qui nomme sur proposition du ministre de l'économie et des finances et de la première ministre,
eh bien, c'est à lui de prendre la décision qui lui paraît la plus adaptée. Et franchement, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce choix, encore une fois, qui lui appartient totalement. Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal que souvent le directeur de cabinet du président de la République se retrouve effectivement à la tête de la Caisse des dépôts? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit souvent, puisqu'il y a eu le cas de mon prédécesseur. Oui. Et puis également du prédécesseur de votre prédécesseur, Jean-Pierre Jouyet. Jean-Pierre Jouyet, c'était l'inverse, si je peux me permettre. Oui. Il était directeur général de la Caisse, puis secrétaire général de l'Élysée. Voilà. Franchement, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, parce que nous sommes dans l'intérêt général et dans l'État. Et la question, elle ne se pose pas en fonction de la fonction qu'occupe tel ou tel, mais dans sa capacité à assumer cette responsabilité. Éric Lombard, dernière question. Elle est gratinée, Oui. celle-là. Oui. Je vous laisse avec Éric Branche, et je ne vous dis pas sur quoi, je vais essayer de comprendre. Bonjour Monsieur Lombard, je suis Éric Branche, diplômé HEC en 2016 d'un executive master en direction commerciale et marketing. Et je travaille à la direction marketing et innovation d'une des entités de Orange Business Services. Vous sachant très impliqué dans le projet européen Gaia-X, j'aimerais avoir votre avis sur le déroulement des travaux et leurs échéances, ainsi que sur les conséquences directes pour le secteur bancaire, à anticiper selon vous dès maintenant. Merci beaucoup. Expliquez le projet Gaia-X et ce que vous y faites. Gaia-X est un projet auquel nous sommes effectivement associés, qui est un projet européen qui vise à établir un cloud souverain. Vous savez, le cloud, c'est ce qui permet de gérer les systèmes d'information. C'est aujourd'hui largement un monopole des GAFA, même s'il y a quelques acteurs français qui émergent, comme OVH, comme Outscale, qui est une filiale de Dassault Systèmes. Donc Gaia-X, c'est une réflexion européenne pour avancer, dont je trouve que le rythme de progrès est peut-être un peu insuffisant, et peut-être faudra-t-il gagner en opérationnalité. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? D'avoir des serveurs qui soient au meilleur niveau technique pour pouvoir assurer ce qu'on appelle le software as a service, c'est-à-dire les systèmes d'information externalisés par les institutions et notamment par les institutions financières. Moi, je pense que l'Europe et la France doivent réagir à cette mainmise des GAFA, parce que les lois américaines permettent dans ces cas-là au gouvernement américain d'avoir accès aux données s'il le souhaite. Donc, dès lors qu'on est dans des sujets sensibles, c'est absolument impossible de s'en remettre à ces entités, malgré les efforts qu'elles font de dire non, rassurez-vous, ça marchera. Pas du tout, la loi américaine s'appliquera, on le sait. Et donc, il faut absolument qu'on développe des options, notamment françaises, et donc nous y travaillons. Et moi, je suis optimiste, je pense qu'on va trouver des solutions. Éric Lombard, on arrive au terme enfin de cet entretien. AGC reste quand même quelques minutes pour des questions peut-être un peu plus philosophiques, personnelles. Ça servira de conclusion. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Et du reste, on s'est inspiré avec Vincent beaucoup de votre livre Au cœur de la finance utile. Que fait l'État pour votre épargne? Et c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est de la visite privée qu'on a un petit peu eue, du reste ici, de la part du directeur général de la Caisse des dépôts. In fine, est-ce qu'on peut dire que le libéralisme, il profite toujours aux plus puissants? En tous les cas, c'est ce que vous avez écrit. Est-ce que vous diriez ça aussi de libéralisme, mais aussi du capitalisme? Oui, la pente naturelle du capitalisme, ça a été bien démontré par un économiste comme Thomas Piketty, c'est que quand on a un capital et que les taux d'intérêt sont positifs, le capital s'accroît en termes réels, et la part qui revient aux salariés, elle n'augmente pas spontanément. Il y a un chiffre, par exemple, qui dit ça sur la pauvreté en France. La pauvreté en France, c'est 14% des Françaises et des Françaises, ce qui est déjà trop. Mais avant transfert, c'est 40%. Donc on voit bien que s'il n'y a pas des mécanismes d'équilibrage, l'écart se creuse. Et sans être trop long, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mouvement beaucoup plus équilibré de développement qui a profité aux salariés. Et en fait, la rentabilité du capital était plus modeste. Et puis, la hiérarchie des taux d'intérêt a été bouleversée. Et depuis 20 ans, aux États-Unis, les classes moyennes n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter, alors que les fortunes
des actionnaires, des entrepreneurs se sont accrus. À tel point d'ailleurs que beaucoup d'entre eux, je pense à Bill Gates, ont redonné ce patrimoine au travers de fondations parce qu'ils trouvaient que cette création de richesse Mais est-ce qu'on en est là ne en devait France pas. Alors, est-ce qu'il faut rééquilibrer? Vous savez, tout un débat sur le partage de la valeur, justement. Ça, oui. Rééquilibrer le salaire capital. Oui, moi je pense. Alors, ça ne peut pas se traiter uniquement en France, parce que ne soyons pas naïfs, tout le monde veut racheter nos entreprises qui sont magnifiques. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement, notamment en Europe, d'un développement plus équilibré qui profite plus aux personnes. D'ailleurs, on voit bien, il suffit de regarder les résultats de récentes élections, que dans une démocratie, les peuples sont de plus en plus réticents à cette évolution du monde. Ils perçoivent bien qu'elle n'est pas assez équilibrée. Donc il y a aussi un enjeu de protection de la démocratie, d'avoir un système économique. On dit tout le temps que le libéralisme économique va avec la démocratie. Mais pour ça, il doit être tempéré, il doit être organisé, réglementé de telle sorte qu'il profite plus à tous. Alors, on voit bien vers quoi vous tendez. C'est assez original pour un homme de la finance qui s'appuie sur Thomas Piketty. On n'entend pas ça souvent. Mais quand vous prenez un capitalisme responsable, on voit bien où on ne veut pas aller. Mais qu'est-ce que ça veut dire un capitalisme responsable en termes pas simplement de doctrine dans la vie économique de tous les jours? Ça veut dire que dans l'équilibre des richesses produites, il doit y en avoir plus pour les salariés et plus pour la planète. Et c'est pour ça qu'on n'y arrivera pas si on ne baisse pas le rendement du capital. Parce que, certes, les investisseurs disent on a besoin de ce rendement pour investir. Et nous-mêmes, on sait bien qu'on a besoin de nos profits pour investir. Mais si l'équilibrage n'est pas fait, d'abord, ça fait des personnes qui n'ont pas les moyens de faire face à la transition écologique, parce qu'il y a un autre sujet auquel je suis sensible, c'est que la transformation écologique, elle va coûter plus cher pour les ménages. Le véhicule électrique, il coûte plus cher que le véhicule diesel. Isoler sa maison, ça se rentabilise sur la baisse de facture de chauffage, mais ça prend du temps. Et la nourriture bio, elle est plus chère que éventuellement des légumes qui viennent d'Afrique par avion. Pardon. Et donc, ce rééquilibrage, il est absolument nécessaire. Sinon, on voit bien qu'il y a des craquements politiques, il y a des craquements dans l'efficacité du système. Et encore une fois, ça a très bien fonctionné pendant 30 ans. Donc on sait le faire fonctionner. Et le système économique qui a eu lieu pendant les 30 Glorieuses était aussi un système libéral, entre guillemets, mais avec une régulation qui était plus efficace et surtout mieux partagée. Est-ce que pour vous, le mot décroissance est un gros mot? Surtout, moi, je ne sais pas comment on peut... Une croissance moindre, comme celle qu'on a connue un peu... On y est déjà dans la croissance moindre. on y est déjà justement. Parce que... et dès lors que nous avons besoin de financer des investissements massifs pour décarboner, non pas notre économie, notre société, toute notre société, eh bien, ces investissements massifs, ils ont besoin de croissance pour qu'on puisse les financer. Et puis, la décroissance de l'économie, ça veut dire la décroissance des revenus. Vous n'allez pas dire à toutes ces personnes dans notre pays qui gagnent moins du salaire médian qu'on va baisser leurs revenus. C'est juste pas entendable. Donc, moi, je ne souhaite pas qu'on aille vers la décroissance, même si on doit être beaucoup plus frugaux dans l'organisation de l'économie, beaucoup plus économe d'énergie, convoyagement en avion. C'est une forme de décroissance. Alors, c'est là où j'en viens pour finir à ce propos de Churchill que vous citez dans votre livre. « Never waste a good crisis », ne pas gâcher une bonne crise. Ce que vous venez de nous dire, c'est en fait les bonnes leçons de la crise que nous sommes en train de vivre. Oui, et puis puisque vous parlez de Churchill, j'ai envie de citer Albert Cohen dans Churchill d'Angleterre, qui disait « Le temps de la peur est passé, voici venu le temps du courage ». Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à se colter ce nouveau réel qui arrive et qui va nous demander des transformations absolument massives. Mais nous avons les moyens intellectuels, financiers, économiques de le faire. Simplement, il faut effectivement un peu de radicalité dans l'action. Merci beaucoup. Joli mot de conclusion. Merci beaucoup, Éric Lombard, d'avoir été avec nous. Éric Lombard, donc le directeur général de la Caisse des dépôts, passait son grand entretien aujourd'hui. Merci. Merci à vous. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.